Les Togolais se sont rendus aux urnes ce lundi 29 avril pour le double scrutin des élections législatives et régionales. Après la fermeture des bureaux de vote, les différents candidats n'ont pas hésité à partager leurs appréciations sur le déroulement du scrutin. Les partis politiques et les regroupements de partis politiques ont tous reconnu que le scrutin s'est déroulé dans un calme relatif sur toute l'étendue du territoire national. Quelques formations politiques n'ont pas manqué de relever quelques irrégularités constatées dans certaines zones. Pour le président de la CENI, Dago Yabré, il n'y a pas eu de cas d'irrégularité. Seulement une grande pluie qui s'est abattue sur la préfecture de Pendjal-Ouest, mouillant les listes gardées au domicile d'un chef canton. Monsieur Dago Yabré s'est aussi réjoui du déroulement du scrutin dans la région des Savanes, région en proie à l'insécurité à cause du terrorisme. Sur le cas des radiations de certains électeurs du fichier électoral, explique M. Yabré, est dû à la suppression des doublons. Par ailleurs, les tendances avaient été annoncées pour la nuit électorale, mais la CENI rassure que les compilations des résultats sont toujours en cours et que les premières tendances seront communiquées dans les prochaines heures. Les tendances, précise-t-elle, ne sont pas encore des résultats provisoires. Le Togo entend garantir à l'horizon 2030 un accès universel à des services énergétiques fiables, durables et à un coût abordable. Ceci à travers le mécanisme dénommé Fontenga depuis 2022. Après une première phase dans les régions du Nord, du Centre et des Plateaux, le programme est désormais opérationnel dans la région maritime. Ainsi, le mécanisme va également permettre aux populations des régions maritimes de bénéficier des installations électriques intérieures basse tension ainsi que l'acquisition des équipements électriques nécessaires. Avec l'arrivée de l'initiative dans la maritime, les populations économiquement vulnérables de la zone vont se connecter au réseau électrique pour un montant initial de seulement 1 000 francs CFA mensuels à payer sur une période de 10 ans. Rappelons que depuis son lancement en 2022, le Fontenga a bénéficié à près de 300 000 personnes à travers les régions des Savanes, de la Kara, du Centre et des Plateaux. D'ici 2030, le projet ambitionne le branchement de 1 200 000 ménages sur l'ensemble du territoire. Alors que le Soudan s'apprête à entrer dans la deuxième année d'un conflit qui n'est pas près de s'achever, les experts mettent en garde contre l'aggravation des difficultés économiques. La Banque agricole soudanaise révèle une réduction de 60% des zones cultivées en 2023 par rapport aux années précédentes. La violence persistante a paralysé des secteurs clés entraînant une baisse de 40% du PIB. Les exportations ont chuté d'environ 60% en raison de la fermeture de l'aéroport international de Khartoum et de la suspension des activités dans les ports secs. Parallèlement, le taux de chômage est passé de 32,14% en 2022 à 47,2% cette année, selon les données du FMI. Les experts soulignent la gravité de la situation. Nous devrons réduire nos opérations ou les interrompre complètement, ce qui aura un impact significatif sur l'emploi. De plus, nous anticipons une augmentation de la population et de la migration. Si le conflit s'intensifie davantage, nous pouvons nous attendre à un exode massif qui épuiserait encore davantage la main-d'œuvre du pays et compromettrait toute possibilité de relance économique. Les agriculteurs qui constituaient autrefois l'épine dorsale de l'économie soudanaise sont parmi les plus durement touchés. L'exploitation de la ferme est devenue très coûteuse. Le prix des engrais a atteint $32 et les récoltes ne valent plus rien aujourd'hui. Le Soudan peine à sortir de cette turbulence économique avec des perspectives de redressement réduites. L'Afrique du Sud a célébré samedi le 30e anniversaire de l'abolition de l'apartheid. La cérémonie, organisée dans la capitale Pretoria, comprenait une salve de 21 coups de canon et le déploiement du drapeau national pour marquer aussi la naissance de la démocratie. Le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a présidé l'événement.
Nous avons brisé les chaînes qui nous entravaient depuis des siècles. Le fardeau de l'oppression ne nous retenait plus. Et même si nos dos portaient encore les marques des coups de fouet infligés par nos oppresseurs pendant plus de 300 ans, ce jour-là, il y a 30 ans, en tant que peuple uni, nous sommes restés debout en tant que Sud-Africains. En tant que dirigeant du Congrès national africain, Ramaphosa a également salué le bilan du parti. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, nous nous rassemblons en tant que peuple de toutes les races dans ces mêmes bâtiments de l'Union, qui symbolisaient autrefois notre douleur et notre oppression. En célébrant ce jour, nous nous souvenons et rendons hommage à tous ceux qui ont lutté pour la justice, la paix et la liberté en Afrique du Sud, notre pays. Les derniers sondages prédisent que la popularité en déclin de l'ANC pourrait le priver de sa majorité parlementaire pour la première fois lors des élections du mois prochain. Kenya Airways suspend ses vols vers Kinshasa après l'arrestation de 2 de ses employés en RDC. La compagnie aérienne Kenya Airways a annoncé qu'elle suspendait ses vols vers Kinshasa ce mardi 30 avril. Cette décision fait suite à l'arrestation et à la détention jugée illégale de 2 de ses employés en République démocratique du Congo depuis une dizaine de jours. Kenya Airways avait demandé vendredi à l'unité de renseignement militaire de Kinshasa de libérer ses 2 employés détenus depuis le 19 avril par les services de la détection militaire des activités anti-patrie. Selon Kenya Airways, un tribunal militaire avait accepté la veille une demande de remise en liberté. Les autorités congolaises n'ont pas communiqué sur ces arrestations, mais certaines sources parlent d'une cargaison refusée étant à l'origine de cette arrestation. Selon Kenya Airways, ses employés ont été arrêtés car ils ne disposaient pas des documents douaniers requis pour une cargaison de valeur qui devait être transportée sur un vol de leur compagnie le 12 avril 2024. Une manifestation de soutien à la Palestine organisée par des étudiants près de l'université de la Sorbonne à Paris. S'inspirant du mouvement de protestation des campus universitaires aux États-Unis, les étudiants parisiens ont scandé des slogans de soutien aux Palestiniens vivant à Gaza. Je suis inspiré par les étudiants de Columbia, de Harvard et du MIT qui sont très forts et qui disent qu'ils veulent lutter pour la justice et la paix en Palestine, mais aussi pour la libération de la Palestine. Je suis fier d'eux. Même s'ils sont réprimés et que nous voyons la police essayer de tuer le mouvement en arrêtant beaucoup de gens. La semaine dernière, des manifestations ont éclaté à l'Institut d'études politiques de Paris. Les étudiants ont bloqué l'accès à un bâtiment du campus, obligeant les administrateurs à transférer tous les cours en ligne. Des groupes pro-palestiniens et pro-israéliens se sont ensuite affrontés, provoquant l'intervention de la police anti-émeute pour les séparer. Dans le même temps, les étudiants de l'université de Columbia à New York ont défié les autorités, refusé de démanteler leur campement et mettre fin aux manifestations sous peine d'être suspendus. Le président de l'université a déclaré lundi que les discussions avec les organisateurs des manifestations avaient échoué. Nous ne nous laisserons pas faire par ces tactiques d'intimidation. Vous pouvez voir à l'extérieur que les étudiants sont mobilisés. Ils sont des centaines ici aujourd'hui. Ils ne se laisseront pas faire. Nous ne nous laisserons pas faire, sauf par la force. Le mouvement de protestation sur les campus s'est déclenché à Columbia il y a 2 semaines lorsque la police a tenté de disperser un petit groupe de manifestants qui avaient dressé des tentes. Cela a déclenché une vague de protestations de solidarité dans toute l'Amérique, avec des manifestations similaires sur les campus d'au moins 22 États.
Au deuxième jour de la réunion spéciale du Forum économique mondial à Riyad, en Arabie Saoudite, le ministre norvégien des Affaires étrangères a critiqué certains pays occidentaux pour leur réponse inadéquate aux violations du droit international à Gaza. Je pense que nous vivons actuellement une profonde remise en question de la crédibilité de nos institutions et cela a été exacerbé par la crise à Gaza. Il y a aussi l'incapacité de nombreux pays occidentaux à dénoncer les violations du droit international humanitaire. Ce n'est pas le cas de la Norvège, mais beaucoup de nos collègues ont hésité à utiliser la même rhétorique que celle que nous appliquons facilement lorsque la Russie viole le droit international humanitaire en Ukraine. La crise à Gaza est inédite, elle est catastrophique. Nous pensons que cela doit cesser. La situation humanitaire est désastreuse. Le monde doit s'y opposer et une paix durable doit prévaloir. Cette région est très importante pour la solidarité mondiale, la paix mondiale et la coopération mondiale. En tant qu'humanité, avec nos institutions mondiales collectives, nous devrions être en mesure de relever ces défis qui affectent énormément de communautés et de sociétés, car cela remet en question l'optimisme qui s'est forgé au Moyen-Orient au-delà des divergences. L'Arabie Saoudite souhaite mettre rapidement fin au conflit à Gaza pour attirer des investisseurs et diversifier une économie encore très dépendante des hydrocarbures.